s'est fait expulser de notre appartement. Dépassez le titre, découvrez l'être, des parcours, des voix et des vérités sans filtre. Vous écoutez ACOS. Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour un nouvel épisode de ACOS, des parcours, des voix, des vérités, le podcast qui révèle l'humain au-delà du titre et de la fonction. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Ouraï. Je suis vraiment ravie de te voir aujourd'hui dans ACOS. Comment tu vas ? Hello Cynthia, je vais très bien, je te remercie. Et toi, comment vas-tu ? Eh bien, écoute, comme je te disais juste avant qu'on démarre, je suis stressée, je suis enjouée. Je sens que ça va être un super moment qu'on va passer ensemble. Et j'ai hâte de te redécouvrir, puisque moi, je t'ai découvert donc sur LinkedIn, mais là, j'ai hâte de te redécouvrir au travers du podcast. Alors, Ouraï, avant qu'on commence, moi, je voudrais que tu saches quelque chose. Ok. Ce que tu partages à l'écrit et en facecam, ce que j'adore d'ailleurs, moi, ça m'a touchée profondément. Parce qu'en fait, certes, tu parles de vente, mais en même temps, tu parles de vente comme personne ne le fait. Est-ce que tu en es consciente ? Ben écoute, c'est vrai que j'ai ma vision, on va dire, des choses et je partage cette vision-là depuis maintenant quelques années et je suis ravie que ça résonne, voilà, chez plusieurs personnes. Super. Bah, tu vois, en fait, moi, pourquoi je te dis ça ? Parce qu'en fait, tu parles donc d'identité, tu parles de posture, tu parles d'énergie. Et malgré ça, moi, ce que j'ai ressenti, c'est que il y a une femme derrière tout ça. Et que justement, t'as traversé des choses, t'as traversé des moments, justement. Et aujourd'hui, moi, j'ai besoin justement que tu continues de parler avec toute cette vérité. Et justement, ACOS, aujourd'hui, c'est ton espace. Moi, je te le laisse. Tu vas prendre le temps qu'il faut par rapport aux questions que je vais te poser. Et puis, on va tous te découvrir. Mais avant qu'on démarre, est-ce que tu veux bien, s'il te plaît, te présenter en quelques mots ? Bien sûr, merci Cynthia. Bonjour à tous, à toutes les personnes qui vont écouter notamment cette interview. Merci une fois de plus Cynthia pour cette invitation. Je m'appelle Ouraï, du coup ça se prononce, c'est vrai que ça s'écrit Ouraï, mais ça se prononce Ouraï. Voilà, le A on va dire comme en anglais, hey. Hey. Et c'est ça. Je suis Alors, je suis basée déjà en région parisienne. Mariée, maman de 2 enfants. En ce moment d'ailleurs, c'est le pont de. Je crois c'est le jeudi de la Pentecôte, c'est ça ? Bon, en tout cas, c'est férié. Les enfants sont là, mais pour l'instant, en tout cas, ils sont calmes, donc c'est cool. Et sur le plan professionnel, en fait, je suis stratège commerciale, conférencière et auteure du livre Le jeu de la vente. J'ai également fondé un cabinet de consulting en performance commerciale qui s'appelle Ourasti Consulting et on accompagne en fait des experts, des entrepreneurs ambitieux et également des équipes commerciales à attirer plus de clients, augmenter rapidement leur chiffre d'affaires et surtout prendre leur place sur le marché sans pour autant sacrifier leur vie personnelle. Waouh, ça démarre, on adore. Alors, Ouraï, tu connais le concept de ACOS, donc qui est fondé sur 3 piliers, donc le parcours, la voix et la vérité. Et comme je disais en amont, on va te découvrir, toi, la femme que tu es. Première question, Ouraï. Alors, tu dis que tes origines ont façonné ta vision du business. Que très tôt, tu as compris la valeur de l'argent au travail. Qu'est-ce que ça voulait dire concrètement dans ta vie d'adolescente, même dans ta vie d'enfant ou d'adolescente ? Et surtout, qu'est-ce que tu as vécu que les gens ne voient pas derrière l'auteur que tu es ? Yes. Alors déjà, ce qu'il faut savoir, c'est que je suis née en Mauritanie. La Mauritanie, c'est un pays de l'Afrique de l'Ouest qui se situe entre le Sénégal et le Maroc. Je suis née là-bas, mais je suis arrivée en France très jeune, à l'âge d'1 an et demi.
Donc en fait, j'ai vécu toute ma vie en France. Mais c'est vrai que quand j'étais enfant notamment, quand on demandait aux enfants où est-ce que vous êtes nés, tout le monde était né à Paris. Moi, j'habitais à Paris dans le 19e. Et moi, je devais répondre Nouakchott, qui est en fait la capitale de la Mauritanie. Sauf que personne ne connaissait où c'était. Et quand je disais que c'était en Afrique, la conclusion que les gens en tiraient, c'était ah, ben en fait, t'es une blédarde. Sauf que je me considère pas comme une blédarde parce que même si je suis née effectivement en Afrique, bah j'ai pas vécu en Afrique. Et c'est vrai qu'on a toujours les préjugés. Bon, bah les blédards, ce sont les personnes entre guillemets qui viennent d'Afrique. Donc c'était un peu la conclusion que les gens ont tirée et c'est vrai que ça m'a beaucoup frustrée parce que j'ai grandi avec la peur finalement de dire, de révéler où est-ce que j'étais née pour pas justement me sentir à part. Parce que quand t'es enfant, t'as envie de faire partie de la team, t'as pas envie d'être exclu et être vue comme l'étrangère. Donc déjà ça, je pense que c'est une partie de mon histoire qui est intéressante parce que en grandissant, j'ai assumé finalement où j'étais née, mais quand j'étais plus jeune, je me rappelle, ça a créé beaucoup de frustration. Mais après, je me suis rendu compte qu'en réalité, le fait d'être né, comme j'aime le dire aujourd'hui, sur la terre-mère, c'est plutôt une force, plutôt qu'un inconvénient. Et je disais que, bon, bah, par rapport à mon enfance, on va dire jusqu'à mes 10 ans, j'ai eu une vie plutôt, voilà, classique, modeste. On vivait avec notamment ma mère, mon père, et j'avais un petit frère et une petite sœur. Et à 10 ans, j'apprends que mon père, en fait, avant d'épouser ma mère, quand il était au Sénégal, il s'était déjà marié. Et de cette union-là, il y avait eu en fait 3 enfants. Donc j'avais 2 demi-sœurs et un demi-frère. Ils habitaient au Sénégal, même mon père était séparé de leur mère, mais voilà, c'est quand même leur père. Et donc il a décidé de les faire venir en France. Donc en fait, j'allais accueillir chez moi, dans mon intimité, de nouvelles personnes que je ne connaissais pas de base. Sauf que le jour de leur arrivée, il n'y avait pas 3 personnes qui ont débarqué comme prévu, il y en avait 6. Parce que mon père décide de faire venir, en plus de mes frères et sœurs, en fait, ses 3 neveux, qui sont les fils de son frère qui est décédé entre-temps. Et donc, on se retrouve de 3 enfants à la maison à 9 enfants à la maison. Notre pouvoir d'achat est divisé par 3. Et donc, à ce moment-là, on passe en fait d'une vie modeste à la pauvreté. Et c'est vrai que j'accompagnais beaucoup ma mère au marché et je me souviens qu'elle n'achetait jamais rien sans négocier. Pour elle, en fait, négocier, c'est comme si c'était un jeu. Elle demandait notamment le prix qu'elle voulait et quand les vendeurs ne voulaient pas s'aligner, elle était prête à partir. Et je me rappelle à plusieurs reprises, on disait Madame, bon bah finalement c'est bon, vous pouvez acheter voilà ce kilo par exemple de fruits à ce prix-là, c'est ok, allez-y Madame. Et je me suis rendu compte que moi, je me disais, mais elle a pas honte en fait de demander à chaque fois des réductions et tout. Et en grandissant, je me suis rendu compte qu'elle avait pas d'autre choix que de négocier. Parce que quand tu as une si grande famille à nourrir, il y a pas de petites économies, tu vois. Même les centimes, on va dire, sont calculés. Et c'est vrai que mon père, entre-temps, il avait gardé le même emploi. Donc forcément, nourrir 3 enfants vs 9 enfants avec le même salaire, c'est hyper compliqué. Donc déjà, je pense que inconsciemment, ma mère, elle m'a transmise en fait ce que j'appelle voilà le jeu de la négociation, le fait d'oser demander. En fait, si tu ne demandes pas, tu n'as pas, mais si tu demandes, peut-être que tu peux avoir et c'est ok. Si on te dit non, bon bah ok, next, tu vois. Et donc je pense que ça m'a décomplexé sur le fait d'oser, ne serait-ce que par exemple demander. Je pense que ça dans la vente c'est important parce que souvent on a peur en fait, par exemple d'entendre non. Et moi, je pense que ça m'a façonné sur notamment, mais même je dirais vacciné sur la peur entre guillemets du rejet, tu vois. Et par contre, à 14 ans, un soir d'été, quand je reviens chez moi, notamment, je me retrouve en fait devant ma porte d'entrée habituelle, et là, impossible de rentrer. Je me retrouve en fait face à une grosse porte blindée. Et donc là, toute notre famille, entre guillemets, bah, se retrouve en fait à la rue. Hein. On se retrouve sans domicile fixe. Donc j'ai eu l'intelligence d'aller retrouver notamment mes parents chez ma tante qui habitait juste en face. Et après, on a dormi quelques temps à l'hôtel. Et puis voilà, on est parti refaire une nouvelle vie, entre guillemets, en Normandie. Et c'est là où on va quitter la région parisienne. Donc à l'époque du lycée, je change finalement de région. D'ailleurs, je me dis c'est pas plus mal parce que au moins personne me connaît là-bas, personne connaît mon histoire, personne ne va me demander qu'est-ce qui s'est passé. J'aurais pas de compte à rendre à qui que ce soit. Et pour moi, c'était une bonne nouvelle justement qu'on change carrément, non pas juste de quartier, mais de région.
Voilà, donc ça, c'est quelque chose qui va vraiment marquer mon histoire parce que à ce moment-là, en fait, je me rends compte que au-delà du fait qu'on était beaucoup trop nombreux, qu'il y avait des pétitions effectivement qui ont été faites par les membres, nos chers entre guillemets voisins, qui se disaient mais il y a beaucoup trop de passages dans cet appartement. Ils sont beaucoup trop nombreux, ils font beaucoup trop de bruit, etc. C'est compliqué. Il y avait également des impayés, etc. Et je me suis dit ok, moi Ouraï, quand je vais grandir, je vais tout faire pour réussir ma vie et surtout je veux devenir riche. Parce que j'avais compris D'accord. que l'argent, en fait, c'est quelque chose d'important et que si mon père avait plus d'argent, on ne se serait pas retrouvé dans cette situation-là. Donc déjà, on aurait une meilleure, entre guillemets, un meilleur équilibre de vie parce qu'on aurait probablement déménagé dans un appartement beaucoup plus grand, il y aurait eu beaucoup moins de conflits, etc. Donc je me suis rendu compte très jeune que c'était important de savoir gagner de l'argent. Waouh! Mon Dieu! Mais quel... Ah ouais! Ouais, donc il s'en est passé des choses, quoi. C'est et tes enfants, ils sont au courant de cette histoire? Mes Ils sont enfants, enfin ma trop fille petits. aujourd'hui, elle a 8 ans et mon fils, il a 4 ans. Donc Ah oui. ils sont encore petits. D'accord, Mais ok. en tout cas, Ah oui, j'essaie quand de leur même. faire comprendre que oui, en fait, je leur fais, en fait, des fois, je fais des parallèles avec mon enfance et je leur fais comprendre qu'ils ont quand même beaucoup de chance de vivre entre guillemets, tu vois, on va dire ce style de vie qui n'est pas forcément ce que moi j'ai vécu quand j'étais plus jeune. Par exemple, aujourd'hui, enfin, quand on va en vacances, ma fille, la première chose qu'elle demande, si c'est un hôtel, maman, c'est un hôtel combien d'étoiles? Tu vois, elle sait déjà qu'il y a des étoiles et tout. Et quand on va dans des hôtels 5 étoiles, je lui explique que, voilà, moi, quand j'étais plus jeune, déjà, je suis jamais partie dans un hôtel, tout court. Déjà, mes parents, ils m'ont jamais amené en vacances dans un hôtel. Et encore moins dans un hôtel 5 étoiles. Donc vraiment, faut vraiment être reconnaissant pour ça parce que je me suis donné les moyens entre guillemets de vous offrir ce que j'ai pas pu avoir moi quand j'étais plus jeune. Complètement. Waouh, waouh. La claque, la claque, la claque, la claque. C'est inspirant. C'est hyper inspirant. Et tu vois, quand on dit c'est un mal pour un bien, ah ben là, clairement, c'est vraiment ce qui a fait que aujourd'hui tu es comme ça avec cette vision et cette énergie. Et le fait que cette porte se soit fermée, ben c'est top. Ça a pu justement t'ouvrir une autre porte, recommencer un nouveau chemin donc en Normandie et justement ben, recréer un nouveau contexte peut-être à ton image, à ce que toi en fait tu avais envie justement d'avoir pour ton parcours de vie et pour aujourd'hui ben, tes enfants. Donc c'est super inspirant et bravo d'avoir osé. Je pense que ton épisode sera vraiment axé sur le fait de oser, de ne pas avoir peur et puis d'y aller quoi. Parce que même si on se prend des noms, peut-être que le non d'aujourd'hui deviendra le oui de demain. Donc merci beaucoup pour cette première information que tu nous donnes, hein, qui ouvre ton cœur sur ton parcours de vie. Sur la partie voix, donc sur la deuxième question. Donc, ton bébé, il avait 7 mois. Et ton mari a fait un arrêt cardiaque. Moi, je veux pas que tu me racontes l'événement. Je veux surtout savoir, s'il te plaît, Oreille, qu'est-ce que la femme que tu es, qui était dans cette pièce aujourd'hui quand tu as entendu ces mots-là, qu'est-ce que tu as compris sur toi en fait, que tu savais pas encore parce que tu vois, il y a des moments dans notre vie où, comme tu l'as dit, il y a tout qui bascule en un claquement de doigts, en une seconde. Et ces moments-là, bah, ils te transforment pour toi ou est-ce que ça te travaille? Hmm. Bah, je pense que je sais pas si sur le coup vraiment on réalise ce qui est en train de se passer, tu vois. Mais moi, je me rappelle encore, effectivement, quand j'ai décroché mon téléphone et que les pompiers m'annoncent que, voilà, au début, je pensais que mon mari, il avait fait juste un malaise et qu'on l'amenait d'urgence à l'hôpital et on me dit, non, madame, c'est beaucoup plus grave que ça. Votre mari a fait un arrêt cardiaque. Et là, en fait, t'as l'impression que la Terre s'arrête de tourner. Tu te dis, mais attends, what? Il vient de partir il y a même pas quelques minutes, comment ça? Il a fait un arrêt cardiaque, tu vois. Et après, voilà, en fait, les gens ne se rendent pas compte, mais en une fraction de seconde, effectivement, tout peut basculer. Et on te dit, oui, bah, son cœur s'est arrêté, on ne sait pas en plus pendant combien de temps. Heureusement, il y avait
son coéquipier en fait qui était infirmier, qui a couru et qui est parti prendre un défibrillateur, donc qui a pu refaire partir son cœur. Tu te dis mais attends, je suis dans un film, ça c'est le genre de choses qu'on entend dans des films là. Non, là c'est la réalité, tu vois. Et donc franchement sur le coup en fait, j'avais déjà entendu l'expression que la vie ne tient qu'à un fil. Mais tant que tu Ouais. l'as pas vécu, ça reste oui, oui, t'as raison, ben bien sûr, la vie ne tient qu'à un fil, tu vois. Mais quand tu le vis comme ça, tu te dis waouh. Et là, en plus, t'as pas le choix parce qu'une fois de plus, effectivement, j'avais ma fille de 7 mois dans les bras, donc faut que je sois forte parce que je suis pas toute seule. Tu vois, et je me rappelle quand je racontais cette histoire, je me disais, mais honnêtement, moi-même, je sais pas comment j'ai fait pour conduire jusqu'à l'hôpital avec ma fille derrière, tu vois, dans son cosy, en gardant la route, tu vois, et sans faire d'accident. Et je suis arrivée saine et sauve, Dieu merci, mais c'est là où vraiment on se réalise en fait, on ne contrôle rien, tu vois. On ne contrôle rien. Et c'est vrai que quand on est face à cette situation où on se sent impuissant, clairement, parce qu'il n'y a rien qu'on peut faire, on doit laisser faire, bah, je dirais, Dieu ou la médecine, en tout cas notamment pour les médecins qui ont pris tout ça en charge. Et c'est là où vraiment je me suis dit, bah, tout ce qui me reste, en fait, c'est la foi, tu vois. Donc c'est vraiment de prier, de lâcher prise et de demander au Créateur que c'est pas la fin de l'histoire que j'avais prévu en tout cas, même si on peut pas tout prévoir, que j'ai prévu, mais dans tous les cas, il y avait quelque chose en moi qui me disait que dans tous les cas, en fait, il va se réveiller. Parce qu'en plus, c'est pas juste il a fait un arrêt cardiaque, son cœur s'est arrêté, c'est qu'après, en plus, il était dans le coma pendant 4 jours. Donc pendant Ouais. 4 jours, on sait pas s'il va se réveiller ou pas, tu vois. Wow. Donc, donc ouais, donc tout ce qu'on peut faire, c'est lâcher prise, prier, et moi j'avais cette conviction que dans tous les cas, il va se réveiller. Je sais pas quand, je sais pas comment, je sais pas à quel moment, mais il va se réveiller, point. C'est comme ça et pas autrement. C'est comme ça. Exactement. Et après 4 jours, effectivement, il s'est réveillé. Et après, on savait pas quelles allaient être les, tu sais, les conséquences, les séquelles, etc. En plus, les médecins ils vont te dire, bon, bah voilà, honnêtement, on peut s'attendre à plein de choses. Paralysie, handicap, etc. Et waouh! Et c'est vrai qu'aujourd'hui, bah, même là, tout à l'heure, là, il est parti au sport. C'est comme si on avait oublié cet incident, mais je me dis, mais il revient de très loin pour le coup. Et ça me fait penser à la citation, enfin, à la chanson de Corneille, parce qu'on vient de loin, mais on vient de tellement loin, les gens ne réalisent pas, tu vois. Donc, quand je pense, tu passes pas mal d'épreuves, entre guillemets, même si pour moi, je vois ça vraiment, en réalité, pour moi, les épreuves, c'est des cadeaux déguisés, c'est des bénédictions. Même si sur le coup, on ne le voit pas comme ça, mais tout ce que l'on traverse, ça nous renforce, ça forge notre caractère, tu vois. Et je pense qu'aujourd'hui, je ne serais pas la femme que je suis sans avoir vécu tout ce que j'ai vécu. Et donc, les gens vont te dire, waouh, mais en fait, t'es une personne hyper déterminée, etc. Mais en même temps, quand tu passes par tellement d'épreuves, t'as pas d'autre choix que d'être déterminée, tu vois. Et surtout après d'être reconnaissante et de enjoy, tu vois, la vie parce que c'est un cadeau de vivre. Et surtout quand tu vois que potentiellement bah, un de tes proches était à 2 pas de passer, on va dire, de l'autre côté, t'apprécies encore plus le cadeau de la vie. La chair de poule. C'est très très fort ce que tu as accepté de nous partager aujourd'hui, puisque c'est un moment qui a fait partie de ta vie et des fois ça peut être dur de le remettre en avant. Ça réveille un peu voilà des émotions qu'on n'a peut-être pas forcément aussi envie de ressentir à nouveau. Donc grand merci déjà, grand merci de parler de ça. J'espère que ton partage sur cet aspect-là va résonner dans le cœur des gens et que ceux qui ont vécu ou qui sont en train peut-être de vivre aussi ce type de moment-là, comme tu le dis, garde la foi, parce que je pense que c'est ce qui nous tient aujourd'hui, hein, clairement. Et aussi, voilà, la confiance et de malgré tout de rester positive et positif face des fois à des moments qui peuvent être durs. Mais encore une fois, comme tu le dis, euh, les choses négatives euh, sont clairement au final des bienfaits, puisque comme ça nous forge, ça nous fait devenir ce que l'on est aujourd'hui, avec une nouvelle vision, avec une nouvelle conscience des choses. Et oui, comme il dit Corneille, et tu vois, je vais le dire en chantant, alors on vit pas que jour comme le dernier. Et tu vois cet aspect de se dire, au-delà de ce que moi j'ai pu voir sur LinkedIn, les publications, ok,
le nombre d'abonnés, mais regarde la femme que tu as en face de toi. Avec son humilité, avec sa simplicité, voilà le parcours. Voilà ce qui fait qu'aujourd'hui, elle accompagne les gens. Elle aide les gens. Et tu vois, tout ça, ben, ça m'amène à la troisième question sur la vérité, sur ta vérité. Tu accompagnes justement les gens à vendre. Vendre, bah, c'est aussi se vendre soi-même. D'accord. Se montrer, s'exposer, être jugé. Parce qu'il faut pas l'oublier, il faut toujours mettre ça dans un coin de sa tête. Quelle est la vérité sur la vente que personne ne dit à voix haute, donc pas dans les formations, pas dans les livres, celle que toi, tu portes et que justement, ben, tu ne l'as jamais dit publiquement. Alors, je pense que je l'ai déjà dit publiquement, mais les gens ne comprennent pas vraiment ce que je veux dire par là. Donc, merci de me donner l'opportunité d'aller beaucoup plus loin, beaucoup plus deep sur cette vérité. La vérité, c'est que peu importe ce que tu vends, ce que les gens achètent, ce n'est pas ce que tu vends, ce que les gens achètent, c'est toi. Toi, ta personne, ton identité profonde, ton énergie, tu vois, ta confiance, ta détermination, ta vibration. C'est ça que les gens achètent. Parce que je peux te garantir que comment se fait-il que, peu importe, par exemple, si je prends mon exemple, les entreprises dans lesquelles j'ai travaillé, j'ai toujours réussi à vendre au-delà du produit. Comment se fait-il que des fois, on a potentiellement la même solution hein, avec un concurrent à 2-3 features près, mais le client va choisir de te faire confiance à toi. Pourquoi? Parce qu'il y a quelque chose, tu vois, dans ton énergie, dans ta posture, dans ta connexion avec lui, qui a résonné plus qu'avec un autre, par exemple commercial. En tant qu'entrepreneur, plein de personnes, entre guillemets, peuvent proposer la même chose. Qu'est-ce qui fait qu'on va choisir une personne plutôt qu'une autre? Justement, ce qu'elle est. Et je pense que les personnes qui ont aujourd'hui, par exemple, du mal à vendre ou du mal à passer à un autre niveau, c'est parce qu'en fait, ils n'ont pas encore travaillé en fait leur identité. Tu vois, tant que tu portes par exemple l'identité de la personne qui n'y est pas encore, qui n'est pas encore successful, qu'est-ce que tu crées autour de toi? Des situations qui vont renvoyer ça. Donc des personnes qui vont pas acheter par exemple tes services. Tu vois? Quand tu commences à incarner et à t'autoriser à être vraiment la personne puissante, tu vois, que tu es déjà, le leader que tu es déjà, qui sommeille déjà en toi, cette personne qui ne s'excuse pas de briller, comme tu as dit tout à l'heure, de prendre sa place, tu vois, d'exprimer sa vérité et surtout de proposer en fait sa solution. Parce que ce que j'aime bien dans l'entrepreneuriat, c'est que l'entrepreneur, c'est un visionnaire. C'est une personne qui a détecté un problème sur le marché et qui a trouvé une solution créative ou en tout cas une solution pour résoudre un problème. Donc déjà, vendre, c'est servir. Si tu as du mal à vendre, c'est que tu as du mal à servir. Donc tu es égoïste, tu vois. Parce que quand tu te lances dans l'entrepreneuriat, ce n'est pas pour toi que tu te lances. Tu te lances pour les personnes qui auront la chance de profiter de tes services. Donc si tu te dis, j'ai peur de vendre, c'est compliqué, tu vois. Et peu importe là où tu en es aujourd'hui, d'accord, tu peux passer à un autre niveau. Et moi, ce que j'aime faire, en fait, c'est vraiment raise, on va dire augmenter le niveau d'ambition des personnes que j'accompagne, parce qu'en réalité, tout le monde joue trop petit. Tu vois? Ce que j'ai compris en réalité, quand j'ai pris de la hauteur sur mon parcours, parce qu'en fait, moi, juste pour la petite information, je suis dans le domaine du développement commercial depuis maintenant plus de 17 ans. Je vends depuis que j'ai 18 ans. Tu vois, le premier stage que j'ai fait en entreprise, c'était un stage de commercial B2B à seulement 18 ans. Et c'est là où, de base, je n'étais pas du tout formée à la vente. Et donc, j'ai vraiment appris sur le tas. Mais quand j'ai fait ma première vente, de base, je faisais un stage qui n'était pas rémunéré. Et ben, j'ai touché une commission. Et là, j'ai eu un déclic. Je me suis rendu compte que si je maîtrise cette compétence, je sais que jamais de ma vie, je ne manquerai d'argent. Et je venais de trouver la solution, justement, à tout ce que j'avais vécu dans mon enfance, lié justement au manque d'argent. Et c'est la raison pour laquelle après j'ai décidé de faire des études de commerce international, de faire une école de commerce, etc. Et toujours de trouver des solutions, en tout cas pour m'en sortir, on va dire, dans la vie et avancer. Donc tout ça pour dire que avec toutes les entreprises dans lesquelles j'ai travaillé, je me suis rendu compte que qu'est-ce qui faisait que les gens achetaient? C'est pas tant la solution que je vendais, c'était moi.
clairement. Et en fait, j'ai développé au fur et à mesure ce qu'on appelle une personnalité qui est plaisante, parce que sincèrement, je suis à l'écoute en fait de l'autre. J'essaye de comprendre là où il en est et j'essaye d'apporter une solution qui est sincère. Et je suis pas attachée, on va dire, à un résultat en particulier. Par contre, je suis attachée au fait de proposer vraiment la bonne solution en face du bon client. Et ça, je pense que les gens, tu vois, ils le ressentent. Et donc, on peut avoir, par exemple, le même prospect, tu vois. On fait toutes les deux, par exemple, le même entretien découverte. Et après, par exemple, bah, le client va aller avec toi ou avec moi par rapport à ce que, voilà, par rapport à ce qui aura le plus résonné avec lui. Et je pense que les gens également ressentent de manière inconsciente la sincérité qui se dégage de l'autre, tu vois. Je sais pas combien de fois les gens m'ont dit, mais waouh, en réalité, Ourey, on sent vraiment que t'es là pour nous servir. On sent vraiment ton intention de nous aider. On sent que t'es pas là pour nous vendre, en fait. T'es vraiment là parce que tu veux nous transformer. Et ça se ressent dans l'intention de la personne, tu vois. Et donc, quand tu comprends ça, bien évidemment, tu comprends que le plus gros du travail, il n'est pas sur les techniques, il n'est pas sur les stratégies, il est sur toi, la personne que tu penses être, qui souvent est fausse. Et donc, l'idée, c'est vraiment de travailler sur toi pour que tu puisses vraiment incarner ce leader que tu es déjà, parce qu'une fois de plus, quand tu es un leader, bah, un leader, il vend sans s'excuser. Et parce qu'il a compris que vendre, c'est servir. Donc, il va juste servir un maximum de personnes, c'est tout. C'est des conseils en or. C'est des conseils en or. Franchement, c'est excellent. Excellent. J'espère là que ceux qui regardent l'épisode, qui vont regarder l'épisode et enregistrer cette partie-là, hein, parce que là, vraiment, Ourey là nous donne l'opportunité là vraiment de comprendre en effet, de comprendre cette puissance qu'est quand on conscientise réellement que nous sommes tous leaders. Et ça fait complètement écho avec les valeurs d'Akos. On est tous leaders. Maintenant, montrons-le, osons. Donc, ça. Merci Ourey. Oh là là, merci et ce qui est beau, c'est que dès lors que tu assumes le leader que tu es, et ben cette conviction-là, en fait, elle se ressent. Pourquoi les gens des fois ont du mal, par exemple, à vendre? Parce que eux-mêmes, ils se sentent imposteurs. Ils manquent de légitimité. Mais parce qu'ils pensent qu'ils ne sont pas légitimes, ils vont se comporter comme une personne qui n'est pas légitime. Or que s'ils reconnaissent non pas qu'ils ne sont pas légitimes et qu'ils se sont déjà des leaders, qu'ils ont déjà toute l'expertise qu'il faut, que peu importe leur certification, leur diplôme, leur parcours, la simple volonté de servir un client de la manière dont ils ont envie de le servir est suffisante pour être légitime, tu vois, ça va naturellement se refléter dans leur comportement, dans leurs actions au quotidien, dans leurs pensées, dans leurs ressentis. Et derrière, c'est exactement ce que le prospect va ressentir aussi. Parce qu'en réalité, ce que les gens vont acheter, c'est simple, hein, c'est juste notre niveau de certitude. Peu importe ce que tu vends, c'est ça. Waouh! Un moment que je kiffe là. Beaucoup de puissance, beaucoup de puissance. Tu vois, on arrive à pratiquement la fin de ton épisode, de notre échange. Et en une phrase, pour qui tu travailles vraiment et qu'est-ce que tu transformes chez la personne? Moi, je vais pas te mentir, mon client de cœur, c'est vraiment en fait une femme entrepreneur, une femme qui a une expertise à vendre, une femme qui sait que même si elle s'est déjà lancée, en réalité, elle joue encore en dessous de ses capacités. Moi, je veux vraiment allumer ce feu intérieur pour que la personne n'ait plus aucune limite, qu'elle prenne pleinement sa place sur le marché, qu'elle devienne la référence dans son domaine. Et franchement, quand je vois mes clientes qui font ça, en fait, c'est ma plus grande satisfaction de voir vraiment ces femmes-là briller, devenir indépendantes effectivement financièrement, parce que, en fait, on va pas se mentir, les hommes, j'en accompagne bien évidemment, j'ai des clients hommes, etc. Mais là où vraiment ça vibre pour moi, c'est quand je vois une femme réussir. Pourquoi? Parce que moi, je pars du principe que les femmes sont les êtres les plus puissants de ce monde. Pourquoi je dis ça? Parce que en tant que femme, non seulement on porte la vie, mais on donne la vie. Et je pense que, bah, en tant que mère, en fait, surtout quand tu donnes la vie, en fait, tu te rends compte que si t'es passé par ça, honnêtement, qu'est-ce qui peut t'arrêter? Qu'est-ce qui peut t'arrêter? Tu vois? Et donc, on a cette puissance-là
Mais en fait, la controverse de ça, le paradoxe, c'est qu'on se comporte comme des toutes petites personnes qui s'excusons de prendre notre place de briller, tu vois. Euh, on est les personnes qui osons le moins. Franchement, les hommes, souvent, on dit que, par exemple, ils valent ça et ils vont se vendre là. Nous, on vaut ça et on va se vendre tout là. Tout en bas, tu vois. Bref, dans le salariat, ça peut se refléter. Dans l'entrepreneuriat aussi, souvent les femmes vont pricer moins que leur vraie valeur, là où les hommes vont plutôt surestimer leur valeur, et ils sont ok. Mais vu qu'ils l'assument, et ben ils vendent sans complexe, tu vois. Donc tout ça pour dire que j'en ai marre en fait de voir les femmes ne pas prendre leur place, sachant qu'elles sont hyper puissantes. Et je veux juste réveiller en fait, tu vois, cette vérité en elles pour qu'elles s'autorisent vraiment à réussir à un autre niveau. Parce qu'une femme qui réussit, en fait, c'est waouh, c'est toute une lignée qui est transformée. Tu vois, si toi tu oses prendre ta place, en fait, quel exemple tu montres à tes enfants, à tes descendants? C'est énorme. Et aujourd'hui, un homme qui va te dire j'ai développé mon business et j'ai fait le million, on va juste l'applaudir en mode ouais normal. Une femme qui réussit, tu vois, à développer un business et l'amener par exemple à 7 chiffres, 8 chiffres, waouh, parce qu'on sait entre guillemets les responsabilités qu'elle porte, tu vois, la charge mentale, cette envie de faire en sorte que tout le monde soit à sa place, tu vois. Naturellement, on est fait effectivement pour avoir plusieurs casquettes, c'est pour ça qu'on est multitâche, et c'est pour ça que, voilà, souvent, si je parle des clichés, les hommes, c'est un truc à la fois, et nous, les femmes, on fait plein de trucs en même temps. Mais vraiment, on est puissante, d'accord? Mais on se comporte, si je donne un exemple, comme des petits chatons, or qu'on est des lions, quoi. Donc à un moment donné, il faut arrêter ça. Et donc j'ai envie vraiment de réveiller ça chez elles et d'amener un maximum, en tout cas, de femmes à réussir, à s'autoriser, à réussir encore plus grand. C'est ça. Waouh, waouh, merci, 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 Ouraï. Vous avez entendu toutes les lionnes qui nous regardent et qui vont nous regarder. Réveillez-vous, commencez à rugir. Hein, voilà, on a cette puissance qui sommeille en nous, qui est bien présente, mais justement, prenez-en conscience. Vous êtes toutes et tous capables, messieurs, on ne vous oublie pas, hein, bien évidemment. Mais voilà, mes âmes, allez-y, n'ayez pas peur. Vous avez toutes des compétences, vous avez toutes du potentiel. Donc, osez, osez briller, osez vous montrer en avant, osez être fiers de ce que vous faites déjà maintenant et de ce que vous ferez plus tard. Ouraï, un grand merci pour ta simplicité, pour ton écoute, ton humilité, cette belle énergie qui te caractérise également, cette belle lumière qu'il y a autour de toi. Tu es venu vraiment avec de la force et tu repars aujourd'hui avec quelque chose d'encore plus rare pour mon ressenti, hein, et peut-être justement des mots que tu avais déjà dit mais qui n'avaient pas encore été perçus avec autant de profondeur. Et là justement, tu as pris ta place dans Akos et tu l'as dit à voix haute. Et moi, j'en suis très 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 contente d'avoir pu partager ce moment avec toi. Vous voyez, Akos, en fait, c'est ça, voilà, des parcours, des voix, des vérités, des ventes aussi. Hein, un petit clin d'œil à toi, Ouraï. Moi, je vous invite, Ouraï, sur quel canal tu es, mis à part LinkedIn? Je suis sur Instagram également, Facebook, TikTok et j'ai également une chaîne YouTube. Ben, félicitations. Donc, vous avez entendu, allez de partout. Ouraï, elle est là. Ouraï, elle va vous accompagner. Ouraï, elle va faire ressortir la lionne qui est en vous, le potentiel qui est en vous, la lumière qui est en vous. Vraiment, un grand, grand merci. Je ne cesserai de te le dire, Ouraï. C'est un super moment que j'ai passé avec toi. J'espère vraiment que tout ce que tu as accepté de nous dire avec ton cœur pourra vraiment résonner au-delà des frontières et que justement, voilà, toutes les femmes, puisqu'on est quand même axé sur la puissance de la femme, que toutes les femmes qui aujourd'hui ont peur au final, parce que ça reste de la peur, justement, se libèrent complètement et entendent vraiment ta voix, surtout ta voix et ta vérité. Je t'embrasse très fort. Je te dis à très bientôt et merci encore à toutes et à tous qui suivaient
le podcast ACOS qui continue de grandir, d'évoluer et justement de révéler de magnifiques voix comme celle de Oreille. Allez, Merci. je vous dis à bientôt. Salut. Merci à toi Cynthia, merci pour tout ce que tu fais, merci pour cette belle initiative, merci de recevoir des invités sur ton podcast et de leur permettre de parler à cœur ouvert comme on l'a fait aujourd'hui et que ta lumière continue de rayonner, d'inspirer les autres.